Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci d'assister à cette conférence. Vous avez lu le titre, c'est quels sont les liens entre l'éthique, le politique et l'économique. Je me trompe peut-être de l'ordre, c'est peut-être l'éthique, l'économique et le politique. Et pour en discuter, c'est Feriel Candé qui va nous faire une approche vignachienne, qui va aussi nous parler de Bourdieu. Moi, j'ai rien trouvé davantage à vous dire, parce que je trouve que vouloir parler d'éthique et aujourd'hui, c'est complètement ahurissant. Je ne sais pas si vous avez le temps de regarder les commissions d'enquête de l'Assemblée nationale. Moi, j'entends des déclarations politiques qui me font dresser les cheveux et mettre les poils au garde à vous. Mais c'est peut-être ça l'éthique ou l'absence d'éthique chez nos politiques, qui s'autorisent à mentir, à se contredire, à dire des approximations. Mais je ne vais pas dévoiler ce que va nous dire Feriel. Alors, Feriel est à la fois économiste et philosophe. Tu diras dans quel ordre tu préfères. Et je crois qu'elle fait de la philosophie économique. C'est ça? Voilà, philosophie économique et politique, parce que ça va ensemble. Eh bien, merci d'avoir accepté de participer à notre programme. Et puis, tu as une heure, un petit peu plus, si tu veux. Merci. Belle conférence à toutes et à tous. Merci beaucoup. Donc, merci Jean-Pierre d'avoir accepté ma proposition et merci à vous toutes et tous d'être présents. Je ne parlerai pas en m'appuyant sur Bourdieu, mais plutôt en m'appuyant sur des philosophes, et notamment Lefort, Claude Lefort et Paul Ricoeur. Donc, mon exposé porte sur les liens entre le politique, l'éthique et l'économique, tels qu'ils devraient opérer en démocratie. Donc, j'ai restreint mon sujet, qui reste néanmoins très très large. Et je vous propose une réflexion de philosophie politique avec une dimension normative et qui porte sur la démocratie aujourd'hui, donc en écho avec les commentaires que tu viens de faire. Ce qu'elle est, ce qu'elle exige, ce qu'elle requiert, ici et maintenant. Or, ici et maintenant, ce que nous vivons, c'est une période de crise et de mutation profonde à l'échelle planétaire, sur au moins 3 plans. Sur le plan économique, on vit la fin de la mondialisation dite heureuse notamment par les néolibéraux, dont l'idéologie s'est imposée depuis les années 1980 en Occident. Et donc une mondialisation heureuse qui est remise en cause par la crise de 2008 et conséquemment, notamment, cette crise qui a pour conséquence notamment, d'une part, le retour de la question sociale sur la scène politique, tout du moins dans les démocraties. Ça va ou j'utilise... Vous préférez que j'utilise le... Pousser le petit. Oui, ok. Donc, au moins 2 conséquences de cette remise en cause de la mondialisation heureuse par la crise de 2008. D'une part, le retour de la question sociale sur la scène politique, tout au moins dans les démocraties, et d'autre part, le développement d'un capitalisme de la finitude. Et là, je me réfère à Arnaud Aurin, qui fait de l'histoire économique à l'EHESS, et son livre « Le monde confisqué », qui est paru en 2025, dans lequel il parle de ce capitalisme de la finitude qui s'oppose au capitalisme libéral. Le capitalisme libéral qui repose sur l'utopie relayée par le néolibéralisme d'une croissance illimitée, de ressources illimitées et d'un commerce international qui est un jeu gagnant-gagnant. Avec le capitalisme de la finitude, au contraire, le capitalisme prend acte du fait que nous vivons dans un monde fini, où les ressources sont limitées, et où le commerce international est un jeu à somme nulle, c'est-à-dire qu'il y a des gagnants et des perdants. Et donc l'accumulation du capital se fait sur la base d'une lutte généralisée pour la prédation des ressources et la captation de la rente, en s'appuyant donc sur la force qui fait le droit, alors que le droit était précisément l'outil du capitalisme libéral.
Sur le plan écologique, nous vivons une crise catastrophique avec le réchauffement climatique, les destructions environnementales d'origine anthropique qui sont irréversibles, avec des destructions non seulement des ressources, mais aussi des conditions d'habitabilité de la Terre. Sur le plan géopolitique, on est témoin du retour des logiques impériales avec une instabilité grandissante et la remise en cause du droit et de la liberté au nom de la force. Or, dans toutes ces crises, ce qui est en crise aussi, ce sont les valeurs. Le bonheur, la justice, la liberté, l'égalité. Des valeurs morales que la démocratie moderne érige en valeurs sociales et politiques et qui sont elles-mêmes remises en cause au sein des démocraties contemporaines. Et l'exemple évidemment de l'avènement de Trump 2.0 incarne l'expression la plus brutale et directe de cette remise en cause des valeurs morales constitutives de la démocratie. Étant donné ce contexte critique pour l'avenir des démocraties, repenser la démocratie implique nécessairement de la repenser dans toutes ses dimensions, éthique, économique et politique, et l'écologie, la dimension écologique évidemment concerne ces dimensions éthiques, économiques et politiques. Donc je propose de repenser la démocratie à partir des liens entre éthique et économique et politique en m'appuyant sur deux philosophes de la seconde moitié du XXe siècle, Claude Lefort et Paul Ricoeur. Pourquoi ces deux philosophes? Parce qu'ils font partie de ces philosophes qui nous enjoignent, pour repenser la démocratie, de retourner aux sources, c'est-à-dire à l'invention de la démocratie chez les Grecs. Comme nous met en garde Castoriadis, retourner à l'invention de la démocratie, ce n'est pas prendre pour modèle la démocratie athénienne. Comme il le dit, ce serait de la folie que de dupliquer le modèle athénien, ce serait un anachronisme et un non-sens. Retourner à l'invention de la démocratie pour repenser nos démocraties aujourd'hui, cela veut dire retourner à la politique au sens profond hérité des Grecs, ainsi que l'explique Castoriadis. Cela implique donc de s'interroger sur l'usage du mot politique en démocratie. Et étant donné cet usage, nous pouvons constater que nous sommes héritiers de deux traditions, la tradition grecque des anciens et la tradition des modernes. La tradition grecque renvoie le mot politique ou la politique à la question du bien vivre ensemble. Exemple, Aristote, il nous explique que la politique repose sur l'éthique. L'humain est un animal politique qui réalise son bien dans la cité, dans le bien vivre ensemble. Comme le dit Solange Vernière dans Éthique et politique, l'éthique chez Aristote possède une finalité spécifique, car le bien de l'individu ne peut se réaliser que conditionnellement au bien de la cité. Donc ce n'est pas d'abord le bien de l'individu qui est défini et ensuite une agrégation des biens individuels qui donne le bien de la cité, c'est l'inverse. C'est le bien vivre ensemble, parce que nous dépendons les uns des autres, c'est ce bien vivre ensemble qui détermine notre bien individuel. C'est pour ça que le bien vivre ensemble chez les Grecs renvoie à la politique et que la politique repose sur l'éthique. La tradition héritée des modernes, donc la tradition dont nous avons hérité des modernes, elle renvoie la politique à la question du pouvoir, c'est-à-dire du pouvoir de commander les citoyens, de pouvoir de commandement exercé par celui qui détient le pouvoir sur les citoyens. Et exemple Machiavel, pour Machiavel, la politique repose sur les jeux de pouvoir avec leur double dimension, une dimension stratégique et une dimension pragmatique. La dimension stratégique, c'est les stratégies des hommes et femmes politiques pour accéder au pouvoir, pour conquérir le pouvoir et le garder. Et puis, il y a la dimension pragmatique, c'est l'efficacité de l'action du prince. Cette action est efficace dans la mesure où elle lui permet de conserver le pouvoir et en conservant le pouvoir, de conserver la cité. Donc, pour donner du sens à ce retour à l'invention de la démocratie, il faut distinguer entre deux conceptions de la politique. La politique qu'on dit politicienne, qui concerne le pouvoir comme finalité, le pouvoir recherché pour lui-même, et la gestion du pouvoir, la manière de l'acquérir, les stratégies pour l'acquérir et le garder.
Et puis, il y a le politique, hein, qui renvoie à l'agir en vue du bien vivre ensemble. Comme le dit Castoriadis, la création de la démocratie va de pair avec la création de la politique au sens profond du terme. Dans la conception grecque, la politique, ce n'est pas uniquement, pas du tout même, les intrigues de pouvoir. Les intrigues sur un pouvoir qui existe, cela a toujours existé. Chez les Indiens, les Chinois, les Aztèques, n'importe qui, il y a un roi, où il y a des prêtres, des intrigues, et puis il y a la question de comment gérer le pouvoir. Mais la politique chez les Grecs, c'est comment faut-il instituer la société, c'est-à-dire quelle est la bonne société, quelle est la juste société, et par quelles institutions cette bonne et juste société peut-elle s'incarner. La réponse démocratique, c'est que ce n'est que le peuple qui doit vivre sous les lois, qui peut décider de quelles sont les meilleures lois. Donc, repenser la démocratie aujourd'hui, ce n'est pas seulement la pensée au prisme des jeux de pouvoir rythmés dans les démocraties modernes par les élections, les intrigues de palais, etc. Repenser la démocratie aujourd'hui, ça veut dire d'abord et avant tout, comme le dit Castoriadis, la repenser comme régime et comme processus travaillé par la question du bien vivre ensemble. Alors, de quel bien vivre ensemble s'agit-il? Eh bien, en démocratie, ce bien vivre ensemble, c'est le bien vivre ensemble dans la liberté et l'égalité. Alors, comment penser qu'est-ce que c'est que ce régime qu'est la démocratie et ce processus qu'est le processus démocratique des sociétés démocratiques? La démocratie comme régime et comme processus, c'est donc d'abord un régime, le régime de l'égale liberté, avec un état de droit qui garantit les droits et les libertés de base. Et puis, la démocratie, ce n'est pas qu'un régime, c'est aussi un processus vital, une dynamique de développement sociétal. C'est pour ça qu'on ne parle pas simplement d'état de droit en démocratie, d'état démocratique, on parle aussi de société démocratique. Et le premier à avoir insisté là-dessus beaucoup, c'est Tocqueville dans de la démocratie en Amérique, qui explique que la dynamique de développement sociétal enclenchée par l'égalité des conditions se retrouve dans une société démocratique telle que celle des États-Unis, dans l'évolution des mœurs avec la versatilité de l'opinion sur fond de pluralisme et dans l'évolution des mentalités avec la passion de l'égalité et la montée de l'individualisme. Donc le politique en démocratie qualifie l'agir qui tire ce processus vital vers la réalisation du bien vivre ensemble dans la liberté et l'égalité. Donc ce qui est le plus important en démocratie, c'est pas tant le fait, c'est absolument nécessaire l'état de droit, mais ce qui est tout aussi important, c'est que la dynamique de développement démocratique, la dynamique de développement en vue du bien vivre ensemble dans la liberté et l'égalité, ce qui renvoie non pas simplement aux règles, aux lois qui fondent l'état de droit, mais aussi à la qualité du vivre ensemble entre les citoyens. Pour résumer, repenser la démocratie aujourd'hui en revenant à l'invention de la démocratie, cela implique de poser d'abord l'autonomie du politique, puisque la démocratie, c'est un régime reposant sur un état de droit. Remettre en question cet état de droit avec ses principes de liberté et d'égalité, ses lois constitutionnelles, c'est remettre en cause l'autonomie du politique. Et donc, c'est donc remettre en cause les bases de la démocratie. Mais la démocratie, ce n'est pas que ça. La démocratie, elle implique l'autonomie du politique, mais une autonomie relative, puisque c'est aussi un processus sociétal avec une dimension éthique et une dimension économique. La dimension du bien vivre ensemble qui renvoie à l'aspect du vivre ensemble, les besoins, satisfaire les besoins, et du bien vivre ensemble, l'éthique, la qualité de la vie ensemble dans la société démocratique. D'où le thème de l'exposé, qui est de repenser la démocratie à partir des liens entre le politique d'une part, l'éthique et l'économique d'autre part. Donc, je le ferai en suivant un plan en 3 parties, avec, dans une première partie, je reviendrai sur l'urgence de repenser la démocratie aujourd'hui. Dans une deuxième partie, je m'intéresserai au rapport entre l'éthique et le politique en démocratie en m'appuyant sur Claude Lefort. Et enfin, dans une troisième partie,
je m'intéresserai au rapport entre éthique, économique et politique avec Ricoeur. Donc repenser la démocratie aujourd'hui, c'est de toute évidence une urgence. Quand on voit non seulement ce qui se passe dans le monde, mais aussi ce qui se passe dans nos propres démocraties. Et ce qui s'y passe, ce sont des crises qui s'enchaînent, qui s'accumulent. Des crises que traversent les sociétés dites démocratiques. Alors, quand on parle aujourd'hui de sociétés démocratiques, on parle de sociétés avec des élections libres pour élire les gouvernants, au suffrage universel, avec un état de droit et un pluralisme des opinions, des intérêts, des croyances, un pluralisme qui est respecté. Donc, ces sociétés dites démocratiques sont en crise, et elles sont traversées par une multitude de crises économiques, politiques et morales. Les crises économiques sont d'autant plus importantes dans un contexte de mondialisation avec des effets sociaux délétères qui sont l'accroissement des inégalités, la concentration des richesses, l'intensification de la pauvreté, et puis la précarisation qui ne concerne pas seulement les classes populaires, mais aussi les classes moyennes. Et des effets délétères liés notamment à la mondialisation, mais accentués par les politiques d'austérité et le désengagement de l'État social. Les crises politiques, avec la crise de représentativité sur laquelle on revient à chaque élection, notamment en France, où ce qu'on regarde dans une élection, c'est d'abord le taux d'abstention. Une crise de représentativité qui transparaît tout à fait quand on s'intéresse à la composition sociale du Parlement. Et puis des crises qui renvoient à la montée de l'illibéralisme avec notamment des sociétés démocratiques qui ont basculé dans l'illibéralisme, en fait, la Hongrie, la Turquie, l'Inde, qui sont en fait, on parle d'illibéralisme, mais en fait ce sont des régimes autoritaires avec la dictature de celui qui est à la tête de l'État, qui capte pour lui et son clan, qui capte les ressources et dont la première cible est d'abord l'état de droit. Et puis enfin, on a une crise morale avec dans nos sociétés démocratiques le développement d'idéologies ouvertement anti-égalitaires. Ce n'est plus un tabou de se réclamer du suprémacisme blanc, du masculinisme, de tout type de racisme. Mais là, je renvoie à ce que le président Macron a qualifié d'international réactionnaire, qui menace les démocraties d'un point de vue moral. Donc ce sont des crises censées passagères, puisque le mot crise, qui vient de la médecine, c'est passager. Mais en fait, qui déstabilisent d'autant plus les démocraties qu'elles sont en elles-mêmes fragiles. Et c'est là que j'en viens à Claude Lefort, qui est le philosophe qui a insisté sur la fragilité constitutive des démocraties. Quelle est cette fragilité? Elle a deux sources. Il y a deux sources internes de déstabilisation des démocraties. D'une part, les possibles abus de pouvoir, d'autre part, la possible fragmentation de la société, et on peut ainsi parler de mots de la démocratie. Ces deux mots de la démocratie sont consubstantiels à ce régime et à cette société et la déstabilisent, la déséquilibrent de l'intérieur. Alors, les abus de pouvoir au niveau des gouvernants, c'est le mensonge dont tu as parlé, la corruption, la concentration des pouvoirs sous l'effet de la collusion des intérêts, notamment économiques, politiques et médiatiques, voire militaires, et la violence d'État, utilisée non pas de manière légitime pour protéger les libertés et les droits, mais au contraire pour les réprimer. Et puis, le second mal de la démocratie, c'est la fragmentation de la société civile qui va jusqu'à disqualifier le ensemble, sous l'effet des fractures sociales qui touchent le bas de la distribution avec l'intensification de la pauvreté, mais aussi le haut de la distribution avec les ultra-riches, les 0,01% qui
concentre la richesse et dont la fortune croît de 10% par an, disent les économistes, depuis 10 ans. Donc des fractures sociales qui fragmentent la société civile, mais aussi des idéologies de l'exclusion, du repli identitaire, et donc ce qu'on appelle le communautarisme, qui repose sur la logique ami-ennemi. Soit vous êtes comme moi, soit vous êtes, et nous sommes amis, soit vous n'êtes pas comme moi, vous êtes un étranger, quelqu'un qui est l'autre qui est mon ennemi. Donc le problème, c'est lorsque, sous l'effet des crises multiples, ces mots s'accumulent et conduisent à la remise en cause publique, dans les paroles, comme tu l'as dit, voire dans les actes, des bases de la démocratie, à savoir, d'une part, la remise en cause du principe de liberté, avec les atteintes à l'état de droit, et d'autre part, la remise en cause du principe d'égalité, avec des discours qui légitiment ou justifient l'inégalité sociale à partir de l'inégalité par nature. Lefort nous dit, tout cela, ce sont des facteurs qui peuvent soudain précipiter les germes de décomposition que la démocratie entretient. Ce qu'il dit, eh bien, on comprend très bien ce que ça signifie quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, hein, et quand les idéologues autour de Trump, comme Yarvin, qui nous explique que la démocratie, c'est fini, c'est un régime qui n'a pas réussi, qui n'est pas efficace parce qu'il ne permet pas de donner au président les moyens d'agir, hein, puisqu'il y a des contre-pouvoirs, il y a le Parlement, il y a le Congrès. Et puis, en plus, au niveau de la société civile, au niveau de la société, il y a une perte de repères, du relativisme lié au pluralisme, tout se vaut, et toute la focalisation sur la question du transgenre est véritablement emblématique de cette idée que tout se vaut, et que donc la société est en pleine dégénérescence, et il faut la revitaliser. Et il propose une monarchie qui repose sur une aristocratie des meilleurs. Et les meilleurs, c'est qui? Ce sont ceux qui ont été sélectionnés par le marché, par les lois naturelles du marché, c'est-à-dire qui ont prouvé leur supériorité, c'est-à-dire, dans le contexte des États-Unis, les milliardaires de la tech. Alors, quelle force de résistance face à ces germes de décomposition? Lefort nous dit que, en réalité, les fragilités de la démocratie font aussi sa force. Et pour le montrer, il nous invite à repenser la démocratie à partir de ce qui s'oppose à elle de manière antagonique, en tant que régime et processus, donc du point de vue de l'État et de la société civile, et qui pourtant est né d'elle. Et qu'est-ce qui s'oppose à elle de manière antagonique et qui est né d'elle? C'est le totalitarisme. Pour moi, dit Lefort, le totalitarisme, sous sa version communiste comme sous sa version fasciste ou nazie, advient d'une révolution antidémocratique. C'est un mouvement qui se dit révolutionnaire, dont la cible est la démocratie. C'est pour cela que c'est très difficile de parler du totalitarisme sans parler de la démocratie, et je rajoute, et réciproquement. Il dit également l'essor du totalitarisme, tant dans la variante fasciste à présent détruite, mais dont rien ne nous permet de dire qu'elle ne réapparaîtra pas dans l'avenir, que dans la variante qui se couvre du nom de socialisme, dont le succès n'a fait que s'étendre, nous met en demeure de réinterroger la démocratie. Autrement dit, pour Lefort, repenser la démocratie moderne par rapport à l'expérience totalitaire, c'est notre mise en demeure politique. Car l'enjeu de cette confrontation, c'est d'identifier les sources de résistance et d'opposition par rapport aux germes de décomposition interne qui peuvent mener progressivement au basculement des démocraties vers des régimes autoritaires, voire totalitaires. Donc je passe à ma deuxième partie, les rapports entre éthique et politique en démocratie avec Lefort. Si l'analyse comparée de Lefort entre la démocratie et le totalitarisme est précieuse, c'est parce qu'elle permet de mettre en évidence la nature de la démocratie, à savoir le fait que la démocratie est un régime
éthico-politique. Il convient de revenir donc sur cette analyse comparée que nous fait le Fort entre la démocratie et le totalitarisme. Alors, qu'est-ce que le totalitarisme ? Bien, le Fort nous explique que ce n'est pas seulement un régime autoritaire et violent, reposant sur le culte du chef, le parti unique et un projet de domination totale qui se réfère à l'idée même d'une loi absolue qui ne doit rien à l'interprétation des hommes, ici et maintenant, la loi de l'histoire dans le totalitarisme de type communiste, la loi de la vie dans le totalitarisme de type nazi. Donc le totalitarisme, ce n'est pas seulement ce régime autoritaire et violent, c'est aussi et surtout une société organique, une société totalitaire, où le tout prime sur la partie. Et donc une société qui s'homogénéise. Et comment est-ce qu'elle a pu s'homogénéiser dans le cas du nazisme et du stalinisme? Cela a été rendu possible grâce à la massification des sociétés modernes, laquelle rend plus efficace le conditionnement et la terreur, comme l'a bien dit Arendt. Mais, nous dit le Fort, à cela s'ajoute, ce processus de massification, s'ajoute dans le totalitarisme, dans la société totalitaire, des organes, c'est-à-dire des microcorps, qui plongent partout dans toute l'étendue de la société et de ses ramifications et assurent le processus d'incorporation du pouvoir à la société, de sorte que la société constitue un tout qui est complètement façonné, conditionné par la loi du pouvoir, qui est la loi absolue, dont on a parlé tout à l'heure, la loi de la vie chez les nazis, et la loi de l'histoire avec le stalinisme. Et donc ces microcorps, bien, ils se sont développés dans l'éducation, la culture, la sécurité avec les milices, et qui viennent chercher les gens jusque dans leur intimité. En réalité, la société totalitaire, nous dit le Fort, est nécessairement dysfonctionnelle. Pourquoi ? Parce que le pouvoir ne peut pas irriguer complètement la société. Il y a toujours une partie réfractaire, dont la partie la plus visible, c'est les dissidents, mais il y a tous ces petits gestes de la vie quotidienne, ou ces petites pensées de la vie quotidienne, qui sont autant d'opposition à ce qui est vécu. Mais le problème, nous dit-il, c'est que la vision organique du social, c'est-à-dire cette société homogène dans laquelle les individus font corps et dans laquelle le tout absorbe les individus, donc cette vision organique du social a une puissance d'attraction, y compris à l'extérieur des régimes totalitaires. Et cette puissance d'attraction est d'autant plus forte qu'elle se nourrit du fantasme de l'un. Ce fantasme de l'un, c'est le fantasme de l'unité du pouvoir, avec un pouvoir incorporé dans un leader, ou dans un clan, ou dans un parti. Et puis le fantasme de l'homogénéité sociale, du corps social homogène, qui ne se fracture pas par la pluralité de ses composantes. Un corps social homogène, unifié selon la loi absolue, la loi de l'histoire ou la loi de la vie. Or, c'est ce fantasme de l'un qui précipite les germes de décomposition dans la démocratie. Donc des germes de décomposition, c'est-à-dire le fantasme de il nous faut une autorité, il faut plus d'autorité, ou il nous faut plus d'unité, et d'unité par quoi? Unité en distinguant les nous et les autres. Pourquoi est-ce un fantasme, ce fantasme de l'un qui est si attractif? Voilà ce que répond le Fort. Ça n'est pas vrai que le totalitarisme peut réussir. Cette société qui cherche à être un, c'est un fantasme. Dans la réalité des sociétés totalitaires, il y a une scission entre le pouvoir et la société. Il y a un pouvoir qui s'érige au-dessus de la société et qui détient la toute-puissance. Et il y a d'autre part tous les clivages sociaux qui jouent. Cette division, elle existe, mais elle est déniée, elle est l'objet d'une constante dénégation. C'est là l'essentiel dans les régimes totalitaires. La dénégation de la société qui ne peut pas être absorbée par l'unité d'un pouvoir totalitaire. Donc, contre le fantasme de l'un, la démocratie oppose deux réalités qui sont constitutives l'une de l'autre. La première réalité, c'est ce que le Fort appelle la chair du social.
c'est-à-dire la diversité sociale, qui renvoie au caractère pluriel de nos sociétés complexes, que sont donc les sociétés modernes et contemporaines, un caractère pluriel qui se retrouve dans la pluralité des intérêts, des croyances et des opinions qui est mise en place publique en démocratie. Et puis le second, donc les deux réalités qui sont constitutives l'une de l'autre et qui vont contre le fantasme de l'un, donc j'ai dit le pluralisme de la société démocratique, mais aussi le pluralisme du pouvoir en démocratie. Le pouvoir d'agir en démocratie est nécessairement pluriel et c'est un pouvoir qui ne peut s'incorporer. Quand on parle du peuple souverain en démocratie, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Lefort nous dit, ça veut dire que nul ne peut faire du pouvoir sa propriété, parce qu'il appartient uniquement au peuple. Donc le lieu du pouvoir est un lieu vide qui ne peut pas s'incorporer par un individu ou un clan ou un parti. Et c'est ça c'est cette pluralité constitutive du pouvoir en démocratie qui est la seconde réalité que la démocratie oppose au totalitarisme. Voilà ce qu'écrit Lefort. L'essentiel est qu'il est interdit aux gouvernants de s'approprier, de s'incorporer le pouvoir. Son exercice est soumis à la procédure d'une remise en jeu périodique. Il se fait au terme d'une compétition réglée, dont les conditions sont préservées d'une façon permanente. Ce phénomène implique une institutionnalisation du conflit, vide, inoccupable, tel qu'aucun individu ni aucun groupe ne peut lui être consubstantiel. Le lieu du pouvoir s'avère infigurable. Et c'est ça le paradoxe de la démocratie. Rechercher l'unité dans la diversité sociale et le conflit politique. Autrement dit, institutionnaliser le conflit. C'est ce paradoxe, nous dit Lefort, qui met en échec la représentation d'une totalité organique. Car institutionnaliser le conflit, c'est poser les conditions rendant non seulement possible, mais nécessaire le conflit. Et une illustration de ce paradoxe, c'est le suffrage universel, avec sa légitimité démocratique. Mais d'où elle vient, cette légitimité démocratique? Elle vient du fait que la démocratie protège les droits et les libertés des minorités. Donc la légitimité démocratique du suffrage universel réside dans la protection des droits et des libertés des minorités. Sinon, la démocratie bascule dans une dictature, comme le disait Tocqueville, une dictature de la majorité. Lefort continue. L'essentiel à mes yeux est que la démocratie s'institue et se maintient dans la dissolution des repères de la certitude. Elle inaugure une histoire dans laquelle les hommes font l'épreuve d'une indétermination dernière quant au fondement du pouvoir, de la loi et du savoir. Donc l'indétermination constitutive de la démocratie, c'est ça qui fait à la fois sa fragilité et sa force. Sa fragilité parce que dans la division du social, il y a le risque de fragmentation, et dans la vacuité du pouvoir, il y a la tentation autoritaire. Mais l'indétermination fait aussi la puissance normative de la démocratie et son universalité. Il n'y a pas d'incorporation du pouvoir, mais il y a ouverture à l'événement. Il y a donc dépendance par rapport à l'agir démocratique des citoyens qui sont rendus responsables de leur régime, de leur société et de l'agir, de l'orientation de l'agir en vue de précisément leur bien vivre ensemble. C'est donc cette absence d'incorporation du pouvoir, c'est ça qui fait l'historicité, la dimension historique de la démocratie. C'est un régime, nous dit Lefort, essentiellement historique, exposé aux événements, constamment déséquilibre. C'est un régime qui pense le changement, l'évolution, le progrès. Le progrès vers quoi? Vers le bien vivre ensemble dans des institutions plus justes, un vivre ensemble meilleur dans des institutions qui permettent de vivre plus librement et de manière plus égale. L'équilibre même, la stabilité même est liée à une instabilité, un déséquilibre.
Donc ça, c'est la première force. La force, c'est que c'est un régime du changement qui évolue. Ça veut dire qu'on n'est pas mort on n'est pas dans une vie qui est tirée vers la mort, hein, la mort, la non-vie. On vit ensemble et on agit ensemble pour vivre mieux dans la liberté et dans l'égalité. Et puis la seconde force, c'est qu'il n'y a pas de certitude. Donc s'il n'y a pas de certitude, ça veut dire qu'il y a des jugements, qu'il y a la possibilité de formuler des jugements. Et des jugements de deux types. Des jugements de fait, avec une pluralité de savoirs qui se complètent, l'expérience vécue et la science, d'où l'importance à la fois des témoignages en démocratie, de l'expérience vécue, mais aussi l'importance de la science, qui sort de l'expérience vécue pour essayer d'expliquer et comprendre d'un point de vue objectif. Et puis, il y a les jugements éthiques, les jugements sur le bien vivre ensemble. Qu'est-ce que c'est bien vivre ensemble? Qu'est-ce qu'il nous faut faire pour mieux vivre ensemble? Pour vivre dans des institutions plus libres et plus égales et plus justes. Et donc ces jugements éthiques, ils sont absolument déterminants dans le débat public, dans la délibération, dans l'échange d'opinions. Ce sont des jugements sur ce qui est impératif, sur ce qu'on ne peut pas tolérer, sur l'intolérable, et puis des jugements sur ce qui est souhaitable, c'est-à-dire sur ce qu'on pourrait mieux faire étant donné ce qui est. Et donc c'est à cause de cette absence de certitude qu'il y a une éthique implicite de la vie démocratique, dit Lefort. Il explique, les critiques de la démocratie, donc Léo Strauss, Pierre Manant et d'autres, font comme si l'éthique démocratique, à force de tolérance vis-à-vis du divers des opinions, des croyances, des mœurs, pouvait se réduire purement et simplement au relativisme, c'est-à-dire que tout s'équivaudrait. Or, ce n'est pas vrai. Et il est important de tenir ce point, de tenir là-dessus. L'éthique démocratique, elle est consubstantielle à la démocratie parce que c'est elle qui permet de mettre les limites entre le tolérable et l'intolérable dans le développement du pluralisme et qui permet de faire tenir ensemble le pluriel. Ces limites, elles sont éthiques. Alors, l'intolérable en démocratie, c'est quoi? D'abord, c'est nier la dignité de l'autre. Au contraire, l'éthique démocratique, c'est l'éthique du respect et de la reconnaissance des droits et des libertés égales. L'intolérable en démocratie, c'est aussi tuer le débat. Et l'éthique démocratique, au contraire, c'est celle de la discussion, c'est-à-dire de l'attention et de l'écoute réciproque dans le débat. L'intolérable en démocratie, c'est aussi faire de l'autre un laissé-pour-compte. Au contraire, l'éthique démocratique, c'est l'éthique de la solidarité, du care, qui table sur les sentiments sociaux pour bien vivre ensemble, sur le développement de ces sentiments pour mieux vivre ensemble. Alors face à ce positionnement qui fait de la démocratie un régime éthico-politique et qui met l'accent sur l'éthique démocratique, qui peut se décliner donc, selon les trois axes que je viens de dire, il y a beaucoup de critiques. D'abord pour dire, mais qu'est-ce que c'est que cette vision naïve de la politique, une vision naïve au regard de ce que nous apprend les gens qui ont lu Machiavel. Et puis, surtout, la critique la plus dévastatrice, c'est celle qui consiste à dire, mais non seulement c'est une vision naïve, mais cela ne se poserait pas tellement de problème. Vous êtes naïf, tant pis pour vous. Mais c'est une vision aussi dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle nourrit l'aveuglement face à l'instrumentalisation du discours éthique en démocratie. Et c'est par exemple ce que nous dit Rancière. Il prend l'exemple de la Seconde Guerre du Golfe en 2003, qui est présentée par l'équipe de Bush comme une guerre préventive du bien contre le mal. Donc pour pouvoir contrer ces critiques,
je propose de me tourner vers Ricoeur, qui lui explique que pour contrer ces critiques, il faut repenser la démocratie comme suit, que la politique doit être définie d'abord par rapport à l'économique et au social, avant d'être confrontée avec l'éthique. Donc, il nous propose de pas faire un chemin détourné par l'économique pour revenir à l'éthique. Le politique et l'économique comme chemin détourné pour revenir à l'éthique. Et cela, justement, pour répondre aux critiques de naïveté, de dangerosité liées à un discours qui remet l'éthique au cœur du politique en démocratie. Donc je passe à la troisième partie, le cœur battant de la démocratie, à la croisée du politique, de l'éthique et de l'économique. Comme nous l'explique Ricoeur dans le texte suivant, afin d'éviter toute approche moralisante du problème, ni préjugé de l'ordre de préséance entre éthique et politique, je propose que l'on parle en termes d'intersection plutôt que de subordination du rapport de l'éthique à la politique. Je vois là deux foyers décentrés l'un par rapport à l'autre, posant chacun une problématique originale et créant un segment commun précisément par leur intersection. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? En gros, que en démocratie, tout n'est pas éthique, tout n'est pas politique. Et pour le signifier, il propose de représenter la sphère de l'éthique comme une sphère en intersection avec la sphère du politique. La sphère de l'éthique, elle renvoie au valoir, c'est-à-dire au jugement de valeur, le juste, l'injuste, le bon, le mauvais. Et puis la politique, elle renvoie au pouvoir avec la gestion du pouvoir, qui n'a rien à voir avec l'éthique, qui renvoie aux stratégies politiciennes, mais aussi le pouvoir en tant qu'il est pouvoir d'agir en vue du bien vivre ensemble. Et alors là, il renvoie à l'éthique, et ça, c'est précisément, c'est le thème du bon gouvernement chez les Grecs. Seconde remarque, nous dit Ricoeur, ce n'est pas seulement d'une intersection entre deux cercles, celui de l'éthique et celui de la politique que je voudrais discuter, mais de l'intersection entre trois cercles, l'économique, le politique et l'éthique. Donc, il propose de rajouter un troisième cercle, l'économique, c'est-à-dire le cercle de l'avoir, le cercle qui renvoie à toutes les activités qui concernent la circulation des biens, depuis des biens rares, depuis leur production jusqu'à leur consommation, et des biens qui, dans nos économies de marché, ont une valeur monétaire, qui sont évaluables monétairement. Pourquoi introduire ce cercle de l'économique et pas le culturel, le juridique, le religieux, le scientifique, le pédagogique pour repenser la démocratie aujourd'hui? La réponse est évidente, elle réside dans l'emprise que l'économique, avec le développement du capitalisme, puis son hégémonie au niveau mondial, exerce sur les sociétés modernes, puis les sociétés contemporaines. Sous l'emprise du capitalisme et de son développement hégémonique, nous assistons à l'émergence, nous dit Ricoeur, d'une civilisation planétaire, une civilisation de la technique, du calcul et de l'argent. Étant donné ce mouvement civilisationnel, nous ne pouvons plus penser le politique indépendamment de l'économique. Et cela d'autant que le capitalisme, qui est à l'origine de ce mouvement, n'est pas seulement un mode de production, avec la propriété privée des moyens de production, l'existence d'un marché libre du travail et une accumulation du capital orienté vers le gain plutôt que vers le besoin. Le capitalisme, nous dit Ricoeur, c'est aussi une culture. Il écrit « Le capitalisme n'a pu se perpétuer comme économie que parce qu'il a été aussi une culture, voire une morale et une religion. » Alors le capitalisme est une culture, laquelle? C'est une culture centrée sur la valorisation des sciences et des techniques en tant qu'elles sont mises au service de l'innovation industrielle et marchande et de l'accroissement illimité de la production et du capital. Mais le capitalisme, c'est aussi une morale, laquelle? C'est une morale de l'égoïsme rationnel. Je renvoie à Adam Smith. Et puis, le capitalisme, c'est aussi une religion qui renvoie au culte de l'argent.
Et donc, ce capitalisme, en tant que culture, morale et religion, produit des formes de vie anomiques, source de souffrance sociale et de perte de sens. Repenser la démocratie aujourd'hui, c'est donc reconnaître l'emprise de l'économique, notamment sous l'effet du développement hégémonique du capitalisme, une emprise sur la vie des sociétés modernes et contemporaines. Mais aussi, c'est penser l'autonomie du politique par rapport à l'économique. Et c'est ça l'important en démocratie, c'est d'arriver à penser indépendamment de ce mouvement d'absorption de la société par l'emprise de l'argent, de la technique, de cette civilisation de l'argent, de la technique et du calcul. Ricoeur insiste beaucoup là-dessus. Les mots du politique ne sont pas les mots de l'économique. Et pour penser la démocratie aujourd'hui, il faut avoir toujours en tête cela. Le fait que l'économique ne doit pas absorber le politique, que le politique doit être considéré comme étant autonome par rapport à l'économique. Les mots de l'économique, ce sont l'exploitation, l'expropriation, la spoliation. Les mots du politique, ce sont la tyrannie, avec l'abus de pouvoir des gouvernants, et le mensonge politique, avec l'abus de confiance de la part de ces mêmes gouvernants. Donc ce sont des mots différents, ceux de l'économique et ceux du politique. En résumé, la démocratie est un régime éthico-politique, celui de la pluralité, pluralité sociale, pluralité politique, mais c'est aussi un processus vital, une dynamique de développement sociétal dans lequel l'économique a une forte emprise. Et donc évidemment, parce que bien vivre, ça veut dire vivre, donc ça veut dire satisfaire les besoins, donc ça renvoie à l'économique. C'est donc dans l'intersection du politique avec l'économique et l'éthique que se trouve le cœur battant de la démocratie. Alors on peut le présenter comme cela, le cœur battant au centre, en rouge. Il renvoie à quoi ce cœur battant? Eh bien, il renvoie à l'agir, en tant qu'il s'agit du bien agir, éthique, en vue du bien vivre ensemble, la politique, dans la liberté et l'égalité. Mais alors, en quoi est-ce que ce bien vivre, ce bien agir en vue du bien vivre ensemble, dans la liberté et l'égalité, a aussi une dimension économique? Eh bien, sa dimension économique, elle est évidente, puisque ce bien vivre concerne l'ensemble des membres de la société, considérés du point de vue non seulement de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, mais aussi de ce qu'ils ont, les biens qu'ils possèdent, ou non. Donc au centre, qu'est-ce que c'est que ce bien agir en vue du bien vivre ensemble et qui concerne dans la liberté et l'égalité et qui concerne les membres de la société en tant qu'ils sont ce qu'ils sont, ce qu'ils font et ce qu'ils ont? Eh bien, ce cœur battant, c'est la justice distributive. C'est la question de la justice distributive et c'est ça le propre du politique en démocratie. Pour mieux comprendre cela, il faut aller vers les textes de Ricoeur sur le juste. Dans ces textes, il nous explique que si l'on considère la société démocratique comme un système de coopération sociale, c'est-à-dire comme un tout qui ne se réduit pas à la somme de ses parties, et qui n'est pas une agrégation d'individus et de bien-être, comme une vision économiciste de la politique le ferait, ni n'est une entité absolue distincte des membres qu'elle la compose, comme la vision totalitaire l'impose. Donc la démocratie, ce n'est ni l'agrégation, ni la totalité. C'est une société dont l'unité repose sur la coopération entre les citoyens. Une coopération sociale entre les citoyens. Ainsi, alors, si l'on considère la société du point de vue de la coopération sociale entre les citoyens, alors la société démocratique est un vaste système de distribution de parts de biens sociaux. De parts de biens sociaux, ces biens qui sont produits par la coopération sociale. Les revenus et les richesses, les droits et les libertés, les honneurs, les rôles sociaux, les tâches, les bénéfices et les charges, etc. Donc coopérer en démocratie, c'est s'entendre sur les règles de répartition de ces biens que nous produisons grâce à notre coopération. Et c'est ça le cœur de la démocratie, la question de la répartition de ces biens que nous
produisons grâce à notre coopération. Donc la justice qualifie ce système de distribution de parts avec sa dimension économique qui renvoie à la répartition de biens, sa dimension éthique qui renvoie à la question de la juste répartition et sa dimension politique qui renvoie à la répartition entre tous les membres du corps social, aucun ne devant être exclu. Alors Ricoeur précise, la justice distributive suppose que l'on donne à l'idée de distribution une ampleur qui dépasse le domaine de l'économique. C'est la société entière vue sous l'angle de la justice qui apparaît comme une répartition de rôles, de tâches, de droits et de devoirs, d'avantages et de désavantages, de bénéfices et de charges. Rendre à chacun son dû, telle est, dans une situation quelconque de distribution, la formule la plus générale de la justice. Autrement dit, cette coopération entre les citoyens ne peut tenir que si la distribution des biens, qui sont le résultat de leur coopération, est juste et considérée comme telle par les citoyens eux-mêmes. C'est ça la question de la justice distributive. Quelle est la juste part de biens produits par la coopération sociale qui revient à chacun? Reconnaître la centralité des débats sur la justice distributive en démocratie, c'est donc remettre la politique au service du politique, car la justice distributive engage deux ordres de considération. Premier ordre, la question de la répartition est première par rapport à celle de la production. Les questions quel bien, pour qui et pourquoi, pour quel usage, viennent avant la question de comment produire. La question économique, comment produire, vient après la question éthico-politique, quel bien voulons-nous produire, pour qui et pour quel usage. Et donc on retrouve par la question de l'usage la question écologique. Le second ordre de considération qui vient immédiatement dès qu'on replace au centre de la démocratie et la question de la justice distributive, c'est le fait que la question de la répartition dépasse le seul domaine de l'économique. Quand on vous parle de justice sociale ou de justice fiscale, on renvoie toujours à l'économique. Mais non, la justice distributive, c'est la justice dans la répartition de tous les biens produits par la coopération sociale. L'accès aux droits et aux libertés égales, l'accès à la santé, à l'éducation, etc. Donc, mais aussi l'accès aux honneurs, un accès juste, égal. La question de la répartition dépasse donc le seul domaine de l'économique et elle renvoie à la question de quelle égalité voulons-nous? De quoi? Entre qui? D'égalité de quel bien? Entre qui? Donc toutes ces questions sont premières par rapport à la question économique plus restreinte de la répartition des revenus et des richesses et leur redistribution. Donc reconnaître la centralité des débats sur la justice distributive en démocratie, c'est remettre la politique au service du politique et c'est la tâche de tout citoyen en démocratie, gouvernant ou gouverné. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Ça va? Vous avez digéré? Oui. Moi, je m'interroge sur la place du citoyen face à l'éthique, la politique, l'économique. Et j'ai pour exemple la volonté d'installer le statut de réfugié de Bernard Tapie devant le stade de l'Euro. Et on peut dire de Bernard Tapie qu'il a été économiste, je n'apporterai pas de jugement sur ses qualités, qu'il a été politique. Tout le monde connaît les transactions qu'il a menées avec Jean-Marie Le Pen lorsqu'il était candidat aux législatives, et puis l'éthique lorsqu'il a acheté un match face à Valenciennes. Et quelle est la réaction du citoyen? Ben, le citoyen applaudit à l'installation de cette statue, au lieu de s'y opposer. Et donc il y a, me semble-t-il, une part fondamentale du citoyen dont la place et les liens qui peuvent exister entre le politique, l'économique et l'éthique, qui doit d'abord s'appliquer avant de le revendiquer vers les autres.
mais ce n'est que mon point de vue, et tu n'es pas obligé de répondre. Vous avez la parole aussi. Vas-y. Moi, je réfléchissais à quelque chose, c'est l'Europe. Est-ce que le fait de se réunir comme nous nous sommes réunis à plusieurs États dans une même communauté, chaque État devant, pour légiférer, faire des concessions les uns aux autres, donc faire de la vraie politique, qu'est-ce que vous pensez de ce... Maintenant, on peut juger l'Europe, elle a quelques années quand même, elle a vécu, et est-ce que vous ne pensez pas que c'est un modèle de démocratie? Alors, l'Europe, ça a d'abord été une Europe économique, et puis on voit bien qu'avec l'économique, c'est aussi du politique, et qu'on ne peut pas, et qu'il y a des enjeux politiques qui se jouent à travers, on le voit bien à travers la question des taxations, des taxes de Trump. On voit bien que l'économique peut être aussi un moyen de pression politique et de rapport de force géostratégique. Donc je pense que nous vivons, enfin, je suis comme vous témoin du fait que nous vivons effectivement une évolution en Europe de l'Europe politique, avec les tentatives pour essayer de construire un point de vue commun et malgré les divergences qui peuvent être redoutables. Regardez Orban. Orban, il ne peut pas faire ce qu'il veut dans son pays. Pourtant, c'est un petit Trump, Orban. Et grâce à notre système que nous avons en Europe, ou alors il faut qu'il s'en aille. Oui. Alors après, là, on retrouve les forces de déstabilisation, comme ce qu'on a vu en Roumanie, par exemple, les ingérences des pays étrangers dans les élections en Europe, qui utilisent la fragilité de la démocratie, le pluralisme, pour le retourner contre les démocraties. Et donc, il me semble que la sphère médiatique, aujourd'hui, elle joue un rôle absolument déterminant. Et que le rôle des réseaux sociaux, c'est un fait, certainement, mais il est important, c'est un devoir du citoyen et du citoyen, des gouvernés et des gouvernants, de maintenir une sphère publique de délibération qui soit autonome, indépendante, et c'est pas du tout ce qui se passe. Donc il y a des fragilités vraiment importantes qui contredisent ce mouvement de politique de recherche de construction d'un discours commun, d'une stratégie commune. Donc voilà, il y a des... Donc à mon avis, ces stratégies ne pourront jamais être efficaces s'il n'y a pas à côté des politiques qui concernent la sphère médiatique. Et en France, on le voit, on a vraiment un problème à propos de l'indépendance des médias, des médias les plus importants. Est-ce que vous ne pensez pas que cette vision des rapports entre la politique, l'éthique et l'économie est empêchée, sinon interdite, en Occident, dans notre mouvance actuelle, dans la mesure où nous avons des institutions qui empêchent pleinement ce fonctionnement. Je veux dire par exemple le principe fondamental de l'Union européenne, la concurrence libre et non faussée, qui a interdit ce que vous avez montré tout à l'heure, c'est-à-dire la prééminence du calcul, de la décision des biens avant la production, et aussi dans notre constitution française, où il y a beaucoup de limitations. Et
je ne vois pas comment on pourrait instituer ce régime, et je ne vois pas trop ce régime. Est-ce que c'est un régime dirigiste, dans la mesure où le politique est prééminent sur l'économie? C'est pas péjoratif de ma part, hein, je ne mets pas de connotation totalitaire là-dedans. Mais est-ce que ce dirigisme que nous avons peut-être un peu connu dans les années 60 et autres, peut-être, hein, mais est-ce qu'il est possible aujourd'hui? Je ne pense pas. L'Europe nous l'interdit. Les institutions européennes, notamment, nous l'interdit, et une partie de nos propres institutions françaises. Je voudrais avoir votre avis sur ça. Oui, je vous remercie de la question parce qu'elle me permet de revenir sur ce qu'est la réflexion que je vous ai proposée. Ce n'est pas du tout une réflexion de science politique à propos d'un régime qui est ou qui devrait être. C'est une réflexion de philosophie politique, donc sur les concepts et sur les notions et sur leur histoire et sur ce qu'elles impliquent. Donc, parler de démocratie, ça veut dire parler de pluralisme, et de pluralisme dans les sociétés, pluralité des croyances, des opinions, des intérêts, et ça veut dire aussi pluralité politique. Et donc, le défi de la démocratie, il n'y a pas... le défi, c'est d'arriver à instituer cela, donc à mettre en place des institutions avec des règles, et des pratiques qui vont permettre de rendre possible cela. Alors, est-ce que de fait c'est réalisé? Est-ce que de fait nous vivons dans des sociétés démocratiques? Vous avez des auteurs pour dire non, en fait la démocratie c'est un régime idéal. Mais justement, c'est ça, c'est aussi c'est pas un régime idéal, c'est un régime qui repose sur un état de droit, qui repose sur une société plurielle, avec une dynamique, c'est ça qui est différent, une dynamique de développement. Une démocratie qui ne progresse pas, c'est une démocratie qui meurt, c'est une démocratie qui bascule. Et donc c'est ce que les philosophes nous permettent de comprendre, c'est que la démocratie, c'est pas simplement un régime, c'est une dynamique de développement sociétal. Et ça, depuis Tocqueville, on le sait. Mais on oublie régulièrement que la société civile, ce qu'on appelle la société civile, c'est ça la force de la démocratie. La force de la démocratie, c'est la société civile. C'est aussi ça qui fait que la force de la démocratie, elle se retrouve dans des régimes qui ne sont pas démocratiques. Le mouvement des Iraniennes, c'était le mouvement Femmes, Vie, Liberté. C'est un mouvement démocratique. C'est un mouvement qui cherche à faire évoluer les choses, à faire changer les choses vers le mieux vivre dans plus de liberté et plus d'égalité. Alors, donc... vous avez dit dirigisme. Il n'est pas du tout question de dirigisme, il n'est pas du tout question de mettre en place des institutions qui vont vous dire ce que nous devons penser, nous citoyens. Excusez-moi. Je n'ai pas compris là. J'utilisais le mot dirigisme dans la mesure où, en tant qu'économiste, on appelait dirigiste, vous le savez mieux que moi, un régime dans lequel l'État dirige les grandes orientations de l'économie, par opposition au libéralisme où le marché est tout à fait libre. Oui, alors vous parlez d'une économie planifiée. Sur l'économie, vous parlez d'une économie administrée. Voilà, si vous préférez. Alors je ne vois pas en quoi ce que je vous ai présenté renvoyé à une économie administrée, je n'ai pas compris. Justement. Avant la production, il faut déterminer ce que nous voulons produire. Voilà. Oui. Et la question de l'écologie, elle est là. Elle est en plein là-dedans. Est-ce que nous voulons produire plus en détruisant toujours plus, en polluant toujours plus et en nous détruisant nous-mêmes? Ou est-ce que nous voulons produire de manière plus saine? Voyez, donc c'est ça. Donc, alors, quand on vous dit on n'a pas le choix parce qu'on a des contraintes, etc.,
c'est le productivisme. Non, on a le choix. C'est ça l'économie politique. C'est ça la dimension politique de l'économie. On a le choix des politiques économiques à mettre en place. On a le choix des politiques fiscales à mettre en place. On a le choix des politiques sociales. C'est un problème de choix public. C'est ça le problème. C'est pas de savoir quel est le choix que les citoyens vont faire. Les citoyens sont, comme le dit Castoriadis, les seuls à savoir ce qui est bien pour eux. Et tant pis pour eux s'ils ne font pas les bons choix. Mais ils les auront faits. C'est ça la démocratie. Et donc la démocratie, c'est redonner du pouvoir aux citoyens, c'est-à-dire la capacité d'être responsables de leurs choix et de ne pas déléguer à des sachants, entre guillemets, qui savent mieux qu'eux. Parce que c'est ça, le contraire de la démocratie, c'est ça. Et donc, quand je disais l'idéologie néolibérale, elle s'est présentée comme cela. Nous savons comment la mondialisation fonctionne, nous savons les contraintes, laissez-nous travailler, nous ferons ce que nous pouvons. Voilà, c'est ça le discours néolibéral. Sachant que cette mondialisation, elle est bonne pour tout le monde. Il y a des comment dire, c'est donc l'utopie d'une croissance illimitée et heureuse. Il peut y avoir à la marge des sacrifices à faire, mais le résultat vaut largement les sacrifices. Donc c'est ce discours-là qui est complètement remis en cause avec le capitalisme de la finitude aujourd'hui, avec le problème de la catastrophe écologique et le fait que, non, il y a des ressources qui sont rares et il y a une lutte pour la prédation de ces ressources. Et une lutte à mort. Donc je ne sais pas si j'ai vraiment répondu. Parfaitement. Merci. Questions, réflexions, remarques? Comment vous percevez votre place dans la démocratie, votre place de citoyen? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir suffisamment d'espace, suffisamment d'influence? Oui, vas-y. Ouais, je dirais que ça pose la question de la démocratie, on connaît qui est une démocratie représentative, et par rapport à d'autres qui s'estiment aussi très démocratiques et qui disent qu'il faut consulter le peuple sur tous les sujets via des référendums, et comme ça, à tout moment, chacun peut donner son opinion. Voilà, donc... Et les deux se considèrent comme démocratiques en disant moi je donne la parole au peuple, et d'autres moi je construis des choses collectivement, et c'est porté par des représentants qui sont élus. Peut-être encore d'autres variantes. Oui, alors la représentation, la démocratie représentative, comme le disent beaucoup de philosophes, Castoriadis, Rancière, etc., le principe de représentation, c'est un principe aristocratique, c'est pas un principe démocratique. C'est-à-dire qu'on élit, et il y a les élus, ceux qui vont parler pour les autres. Le problème, nous dit Castoriadis, c'est que ce système de représentation est en crise parce que, en fait, ce système a eu pour effet d'exproprier les citoyens de leur pouvoir d'agir sur leur vie. Et d'ailleurs, la citoyenneté démocratique, elle est beaucoup plus vive, beaucoup plus, elle est beaucoup plus réelle au niveau local, là où les élus sont plus proches des gens. Et
Et donc le système de représentation, c'est un système qui repose sur un principe aristocratique. Alors est-ce que dans nos sociétés très nombreuses, très grandes, la démocratie directe c'est possible? Non, à l'évidence. Mais par contre, ce qui est possible, c'est de faire que nos représentants ne se sentent pas tout pouvoir et qu'ils rendent des comptes et qu'il y ait des contre-pouvoirs. Et donc c'est ça toute la tradition du libéralisme politique, que de réfléchir sur les contre-pouvoirs pour que l'État, ce monstre tout-puissant qui utilise y compris la violence physique pour opprimer, réprimer les mécontents, que cet État soit encadré et que son pouvoir soit limité. Et donc toute la tradition du libéralisme politique, c'est de réfléchir là-dessus, dont Tocqueville est, de réfléchir sur les garde-fous pour faire que nos représentants ne versent pas dans l'abus de pouvoir et l'abus de confiance. Et donc, pour nous, c'est très important qu'il y ait une justice indépendante devant laquelle les politiques puissent rendre des comptes. Et ne pas dire, dès que vous avez un puissant, les puissants, dès que les puissants sont face aux tribunaux, crient au procès politique, etc. Donc c'est très important qu'il y ait des contre-pouvoirs. Et vous voyez bien que dans le basculement vers l'autoritarisme, se fait d'abord par l'attaque sur les contre-pouvoirs que constitue dans l'état de droit la science, les facultés, les universités, c'est ce qu'on voit bien aux ISA aujourd'hui, les universités, le savoir, la science, et la justice, les juges. Oui. Moi, ce que je déplore aujourd'hui, pour la démocratie et pour le sujet qu'on traite, c'est le fait que le citoyen, et surtout le jeune citoyen, ne s'intéresse plus à ces contre-pouvoirs qui étaient autrefois le syndicat, le parti politique, voire le mouvement associatif. On sent chez nos concitoyens une non-adhésion à ces contre-pouvoirs. Alors comment voulez-vous que, on élit des députés, ça encore, tout le monde arrive à voter, tout le monde s'intéresse. Mais sur les contre-pouvoirs, dans le travail, il n'y a plus de syndicats. Il n'y a plus de syndicats des pauvres. Ils ne vont pas dans les partis politiques, nos jeunes d'aujourd'hui. Ils n'y vont plus. Donc je me dis, à terme, comment cette démocratie dont vous avez fait le paysage peut-elle vivre s'il n'y a pas ces contre-pouvoirs? Et ça, c'est une responsabilité de chacun d'entre nous. Oui, alors là vous parlez précisément de la dynamique de développement sociétal à partir des corps intermédiaires qui est si importante, et Tocqueville a insisté beaucoup là-dessus. La vitalité d'une démocratie, elle se voit à la vitalité de la vie associative, des syndicats, etc. Alors j'aurais peut-être, mais il faudrait demander à un sociologue plus que... j'aurais peut-être tendance à moduler ce que vous dites, parce que la vie associative, peut-être qu'elle évolue aussi, que les syndicats sont moins présents, enfin, l'adhésion aux syndicats est moins présente, mais l'engagement dans des associations, des ONG, etc. est importante, et on voit que les mouvements par exemple MeToo ou Black Lives Matter sont des mouvements qui sont nés de la société civile, portés par les associations, les ONG, etc. Et donc il y a une force des sociétés civiles aujourd'hui qui est vraiment importante, avec une pluralisation des types d'associations, qui renvoie aussi au fait qu'aujourd'hui, quand on pense l'injustice, on ne la pense pas simplement en termes d'injustice au travail, d'injustice économique liée à la répartition de la valeur ajoutée,
On la pense aussi en termes d'injustice liée à la question des identités, à la question de l'égalité sociale, civique, à la question des droits et des libertés civiques. Et donc, c'est pour ça qu'à mon avis, le paysage se complexifie, et on l'a vu au moment des mouvements contre... les derniers mouvements contre la réforme des retraites, il y a une capacité aussi de mobilisation très importante quand c'est nécessaire autour des syndicats. Alors, non pas parce qu'on adhère, mais parce que on n'adhère pas à un syndicat, mais on adhère à une même lutte contre l'injustice, contre ce qui est considéré comme une injustice. Donc, je pense que la dynamique des sociétés contemporaines, démocratiques, la dynamique des sociétés civiles, la force des sociétés civiles, elle est très importante, et elle peut peut-être aussi expliquer la force de la réaction, de cette internationale réactionnaire. La force de la réaction, elle est à proportion de la force des mouvements de lutte citoyenne qu'on a pu vivre, et ça depuis la fin des années 90, partout dans le monde. Face à la violence néo-capitaliste, est-ce que vous pensez qu'il y a besoin de passer de la résistance non violente à la résistance violente? Autrement raconté, est-ce que vous êtes capable de, est-ce que vous avez envie de construire des barricades et de mettre le feu devant les préfectures? Et la légitimité de la violence dans une démocratie. À propos de la diminution syndicaliste, il y a un phénomène important qui est la désindustrialisation. Et les syndicats étaient largement présents dans les entreprises et dans les entreprises industrielles. La disparition de toutes ces entreprises, ou presque, ont largement fait diminuer le syndicalisme. Et puis, de mon point de vue, il y a deux institutions qui jouaient un rôle particulièrement important dans le cadre de l'éducation des enfants. C'était les cellules communistes et les patronages qui formaient dès le plus jeune âge, avec des propositions différentes, mais qui accompagnaient les jeunes en leur proposant de devenir acteurs dans la vie. Et ces deux institutions, fort malheureusement, n'ont pas été remplacées. Et en 81, on a été quand même capable, enfin moi j'ai participé dans toutes les réunions, à faire un programme commun. Et on a parlé de nationalisation, qu'on a fait. Bon, après on est revenu après, quelques années après, on est revenu sur la nationalisation. Ça peut être pas un succès. En fait, quand on parle politique et économique, on était quand même, et ça venait de la base, qui a négocié avec les communistes. C'était pas facile, les socialistes, c'était pas facile, ils ne savaient pas trop. On a transpiré beaucoup. On est arrivé à un programme qui a été quand même validé par le peuple français. Et dont la peine de mort, l'avortement, il y a des tas de choses qui étaient dedans, qui continuent quand même qui continuent à survivre. Il n'y a pas eu que l'échec des nationalisations. Mais on y a pensé. Et aujourd'hui, je me demande si on est capable de faire ça. C'est un parti où des gens sont capables de se regrouper pour porter un programme pour la prochaine présidentielle de 2027. Je reste davantage optimiste que toi. Je crois que tout est possible. Ah oui, c'est possible. Bon, d'autres choses à rajouter? Tu veux rajouter des choses? Tu n'es pas obligé.
Non, je crois que je réfléchis à ce que tu avais dit au début, en fait. À propos de Bernard Tapie. Non, oui, de la place du citoyen. Oui. Mais alors, c'est moi qui te pose une question. Est-ce que tu trouves qu'il y a une évolution positive avec la nouvelle mairie ici à Marseille et le fait qu'il y ait plus de vie citoyenne, les gens sont plus sollicités non. Je ne crois pas, même s'il y a eu une volonté timide de consultation citoyenne. Par contre, ce que j'observe, c'est que de nombreux collectifs citoyens sont en train de s'organiser pour préparer les prochaines élections, qu'elles soient locales ou nationales. Mais je vois passer des informations pratiquement tous les jours. Peut-être que le foisonnement de tous ces collectifs vont porter la faiblesse justement de ces collectifs. Il faudra là aussi qu'il y ait une volonté collective de faire ensemble et non pas de se positionner pour espérer avoir 1, 2 ou 3 postes électifs. Donc, mais ça me ramène à un tout autre sujet qui porte sur les sociétés coopératives. Mes copains de Scopti, donc le Scopti, c'est ceux qui ont racheté l'éléphant à Unilever, et eux disent ce qui a été le plus difficile, ça a été de passer de l'état d'esprit de l'ouvrier, du salarié employé, à l'état d'esprit de coopérateur. C'est-à-dire que je n'attends plus qu'on me dise ce que je dois faire, je sais ce que je dois faire et je le fais bien, et si un de mes copains n'a pas terminé son travail, sans qu'il me le dise, je vais aller l'aider, sans attendre de contrepartie. Et donc il y a besoin, me semble-t-il, aussi, pour les citoyens de manière plus générale, de se mettre dans un état d'esprit de citoyen et non plus de pas citoyen, enfin de non-acteur. Ouais. De consommateur sur, oui, sur un marché politique. C'est ça. Ben, c'est ça justement la différence entre le politique et l'économique. Réduire le politique à de l'économique, c'est justement voir le marché des offres et du côté du citoyen, voir l'offre, c'est ce qui ne nous plaît pas. En général, rien ne nous plaît, donc on vote par défaut. Et puis, parce qu'on ne veut pas que celui-là passe, donc on va voter, on refait nos propres stratégies. Hein. On est englué dans cette logique de politique politicienne. Or, c'est notre responsabilité de faire qu'on n'agisse pas en tant que stratège, mais en ayant des convictions sur ce qu'il nous faut pour vivre ensemble mieux. Et puis du côté de l'offre politique. En se trompant, comme tu le disais. Et en se trompant, c'est pas le problème. Le problème, c'est parce que on se trompe, donc on assume. Mais on assume pleinement parce qu'on a choisi pleinement. Donc c'est pas du tout la même chose que on est face à la catastrophe parce qu'on nous a imposé ce que nous ne voulions pas. C'est tout à fait différent. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est de dire, si vous voulez la catastrophe, mais il faut la choisir vous-même pour pouvoir assumer vous-même les conséquences. Et oui, parce que un régime non démocratique, c'est un régime qui tient les citoyens dans la minorité. Ils ne sont pas capables, comme le dit Rancière. Ils sont dits non capables. Et au contraire, le gouvernant, c'est celui qui est dit capable et qui a été... C'est ça qui fait la dimension aristocratique du suffrage. À savoir, et vous avez donc des gouvernants qui vous disent « Mais moi, je fais ça parce que j'ai été élu, donc je peux faire ce que je veux, puisque je suis là. Et je suis légitime. Non, vous êtes là pour... on vous a élu pour quelque chose, pour des gens. On ne vous a pas élu pour décider ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez.
Et donc, du côté du citoyen, c'est ça. Et puis, du côté du décideur public, c'est regarder les sondages d'opinion. Et puis, en fonction, le marché de politique, c'est ça. En fonction des sondages d'opinion, je dis ça, ça monte. Je dis ça, ça baisse. Donc, je vais dire ça pour monter. Et puis, et après, on voit ce que ça donne ensuite. Ça donne des surenchères par des gens qui, par ailleurs, sont tout à fait raisonnables, dans des discours déraisonnables, voire plus. J'aurais peut-être une dernière question. J'ai trouvé que, au niveau philosophique, vous posez très bien le problème, nous semble-t-il. Enfin, il reste beaucoup à découvrir par rapport à ce que vous avez dit. Mais je sais que vous n'êtes pas sciences politiques, mais est-ce que vous auriez une préconisation générale qui permette de commencer une mise en œuvre de ça? Une préconisation générale, c'est déjà renforcer les contre-pouvoirs. En démocratie, c'est absolument renforcer l'état de droit. Ça, c'est la première des choses. Renforcer l'indépendance de la justice, renforcer l'indépendance du Parlement par rapport à l'exécutif, et puis une autre prérogative et tout ça pour pluraliser le pouvoir. Parce que la démocratie, elle repose sur la pluralisation des pouvoirs, des sources du pouvoir. Les libéraux, le libéralisme politique nous explique les gens du libéralisme politique, pas économique, attention, politique, que la première des choses en démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Or, il n'y a aucune démocratie aujourd'hui dans laquelle vous aurez une séparation des pouvoirs, et certainement pas en France. Donc ça, c'est la première des choses. Et ça, on le sait, la séparation des pouvoirs, on le sait depuis Montesquieu. Donc ça, c'est pas... Et puis, une seconde chose, c'est l'espace public de délibération. La question des médias, qui est gérée de manière économique, on donne au plus offrant, ça n'est pas possible. Parce que les médias, c'est la sphère, l'espace de publicisation de la pluralité des intérêts, des opinions, des croyances. Et donc, que vous privatisiez cet espace, c'est la catastrophe. C'est vraiment la catastrophe. C'était il y a, je crois, 2 soirées ou 3 soirées. Nous évoquions la nécessité du conflit, ce que les sociologues appellent la dispute. Et une démocratie, me semble-t-il, mais tu es mieux à même de le dire, la démocratie ne peut pas fonctionner sans conflit. Elle ne peut pas fonctionner sans dispute. De manière plus douce, sans discussion. Mais pour que la discussion existe, il faut que le conflit s'installe. Il faut qu'il y ait le désaccord. Excusez-moi. Je trouve à ce propos que moi, le principal reproche des médias, et notamment des journaux télévisés, qui me les rend insupportables, c'est la disparition du contradictoire. C'est-à-dire que dans les débats, il y a le point de vue de l'Occident, mais pas le point de vue de Poutine ou des Chinois. Je suis ni Chinois ni Poutine, mais j'aimerais bien qu'un de leurs représentants nous dise leur façon de vivre et de penser. Et ça revient à ce que tu dis de la dispute. Oui, il y a aussi une autre... Je suis tout à fait... vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus. Il y a aussi autre chose, c'est la confusion qui est faite dans l'espace médiatique entre l'expert et le scientifique, et puis ensuite entre l'expert et comme disent certains, le toutologue, celui qui sait tout sur tout, qui ne sait rien sur rien. Mais donc ça, c'est très très grave aussi, parce que ça disqualifie la parole du savant, qui est absolument centrale en démocratie, parce que face à la pluralité des opinions et des croyances, il faut bien qu'il y ait un discours de vérité.
hein, mais pas une vérité politique. Il n'y a pas de vérité politique. Hein. La vérité politique, ça n'existe pas. C'est ça ce qui, en démocratie, l'opinion, elle concerne le bien. Et il n'y a pas de vérité du bien. Il y a ce que nous pensons être notre bien, et nous ne pouvons le découvrir qu'ensemble, notre bien ensemble, notre bien vivre ensemble. Donc, le règne, la politique, c'est le règne de l'opinion. Mais dans les débats sur les échanges d'opinions, il faut bien qu'il y ait des paroles de vérité sur ce qui est, pour que, comme disait Platon, hein, que les sophistes ne nous fassent pas croire n'importe quoi et donc construire des opinions qui sont mauvaises, des opinions qui vont nous leurrer et nous empêcher de débattre de manière juste, de sorte que nous puissions discuter sur notre bien, hein, et non pas comme les sophistes. Donc les sophistes, vous savez, donc ces rhéteurs, hein, qui manient la rhétorique, qui manipulent par la parole les croyances, les jugements des gens, et qui les manipulent au point de leur faire dire tout ce que les sophistes veulent que les gens disent, y compris que les gens veulent leur propre, ce qui va à l'encontre de leur propre bien. Donc la parole du scientifique, elle est absolument centrale, sauf que cette parole, elle est de plus en plus disqualifiée dans les médias quand on assimile le scientifique à un expert, c'est-à-dire un expert, c'est quelqu'un qui connaît très bien la technique, hein, mais qui ne se pose pas des questions de connaissances, c'est-à-dire qui va au-delà de comment ça fonctionne, qui essaye de remettre dans le contexte, essaye de comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça, et si ça fonctionnait autrement, qu'est-ce que ça donnerait, etc. Donc, et qui identifie des causes, des effets, des lois, des corrélations, etc. Et puis ensuite, il y a un deuxième niveau qui est non plus, on ne va même plus s'intéresser aux experts, c'est-à-dire aux gens qui possèdent une technique et qui connaissent les chiffres pour dans tel ou tel domaine, qui connaissent bien par cœur les résultats, etc. Mais alors là, on va même plus chez eux, on va chez le toutologue qui qui se présente comme le nouvel intellectuel, hein, qui sait tout, qui connaît tout et qui en fait raconte n'importe quoi. Et ce qui est grave, c'est que dans des émissions très bien en vue, se font ces émissions avec que des gens comme ça. À propos des médias, il faut que vous patientez encore un tout petit peu. De mémoire, ce sera le 23 juin. Le sujet de la soirée sera journalisme et journalisme d'investigation. Non, et journalisme scientifique, pardon. Donc c'est Erika Riveri qui viendra nous en parler. Donc nous parlerons des médias et de la propriété des médias. Qui là aussi nous laissera dire un peu des choses. Vous voulez rentrer à la maison? Eh bien, merci. Merci à vous. Merci pour votre attention et vos questions. Merci, Ferré.